Charlotte Dornelas, journaliste au JDD dans ce studio, comme tous les samedis soirs à cette heure-ci. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et Adrien Matou, chef du service politique à Marianne. Également, bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir. Adrien. Je voudrais d'abord peut-être, avant qu'on revienne sur l'une des actualités de cette soirée, qu'on dise un mot de cette interview d'Omar Youssef Souleiman, qui a réussi donc à infiltrer ces manifestations pro-palestiniennes dans Paris et qui nous a raconté ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu. Je voulais peut-être vous entendre à l'issue de cet entretien que j'ai trouvé édifiant, peut-être. Adrien, Charlotte, qui veut commencer? Adrien, je vais pas... comment dire, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de faits, et au final, il apporte des arguments à ce qu'on sait depuis plusieurs années, c'est-à-dire que la France insoumise pactise plus ou moins activement, parfois de manière un peu passive en participant à des manifestations, d'autres fois de manière plus explicite, avec les islamistes. Alors je voudrais ne pas savoir pourquoi ils font ça, je crois bien savoir pourquoi ils le font. Mais c'est dangereux quand même. Hein. C'est dangereux. Et surtout, c'est en rupture historique avec ce que faisaient les mouvements de gauche historiquement, parce que c'est assez intéressant de constater que la gauche radicale, par exemple le parti de gauche, l'ancien parti de Jean-Luc Mélenchon, était active pour soutenir les opposants aux islamistes dans les pays arabes, pour soutenir notamment les Kurdes qui étaient en lutte, les Kurdes laïcs qui étaient en lutte contre les islamistes, pour soutenir des écrivains comme un certain Boualem Sansal, par exemple, qui critiquent l'emprise de l'islamisme dans le monde arabe, et le monde arabe tout entier, et en but à ce combat entre les islamistes et ceux qui veulent se libérer de l'emprise de cette pensée mortifère. Et le fait que la gauche française, en tout cas une partie importante d'entre elles, soit muette à ce sujet, soit devenue muette, soit en train de pactiser. Ça on en parlait avec Olivier d'Artigol il y a quelques instants. Elle est où la gauche humaniste, la gauche modérée? On l'entend pas. C'est pas une question de modération pour moi, c'est une question de principe. Non, la gauche modérée. Oui, mais c'est pas une question de modération. Le parti de gauche était un parti de gauche radical qui était radicalement républicain et laïque et qui se luttait pour cette laïcité. Mais ils sont où? Ils sont passés où? On les entend pas, pardon. Soit ils sont discrets, mais en tout cas, ils sont devenus beaucoup plus discrets. Mais surtout, ces partis-là ont été l'objet d'un débat entre partisans d'une espèce de communautarisme qui amène à soit être complaisant, soit être carrément complice des islamistes. Et malheureusement, dans beaucoup de partis, dont la France insoumise, ce sont les partisans du communautarisme qui ont gagné la bataille interne. Les partisans du communautarisme, mais c'est vrai, c'est un état de fait. C'est un état de fait. Là, cette gauche qu'on disait, enfin, je sais pas, qui représente les Lumières en France, je ne sais pas, non, Charlotte Dornelas, on ne les entend pas sur aucun sujet, rien, pas un mot. Charlotte Dornelas. Je pense qu'il y a des mouvements qui se sont croisés qui expliquent la situation, notamment de la gauche. On pourrait faire un peu le même genre d'analyse à droite d'ailleurs, mais sur ce sujet précisément, parce que on les entend pas et ils sont réduits à peau de chagrin par la volonté des électeurs, par la force des choses. Non, mais c'est vrai, ils ont beaucoup moins d'électeurs, par exemple que LFI, qui est clairement le moteur aujourd'hui de toute la gauche, ce qui ne veut pas dire que même dans les partis qui sont alliés avec LFI, il y a évidemment une stratégie électorale. Certains au PS, par exemple, n'auraient pas été élus sans cette alliance, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une gêne profonde. Et c'est peut-être pour ça qu'on les entend pas, qu'on les entend beaucoup moins que LFI, qui fait beaucoup de bruit sur ce sujet. Mais le double mouvement, c'est que donc les électeurs, pour beaucoup, sont partis plutôt à droite ou au Rassemblement national, pour des raisons différentes, évidemment, de ce sujet, ou à la France insoumise, soit par adhésion à d'autres propositions de la France insoumise, qui, pour certains de leurs électeurs, notamment sur le terrain économique, alors c'est sûrement moins vrai à ces dernières élections, étant donné que LFI n'a parlé que du conflit israélo-palestinien pour les élections européennes, mais qui sont intéressés par d'autres choses et qui s'intéressent moins à ce sujet dans la bouche de la France insoumise, qui va être de plus en plus difficile. Donc les prochaines élections vont être intéressantes à suivre, la courbe de LFI. Évidemment, pourquoi LFI se positionne comme ça? Pour des raisons... Alors, tout le monde répond pour des raisons électorales, ce qui paraît évident, de stratégie électorale. Mais je pense que donc, nous avons aujourd'hui en France un problème beaucoup plus gros que les déclarations de quelques députés de LFI. S'ils font ces déclarations, s'ils pourrissent le débat public par leurs obsessions sur ce sujet et sans aucune mesure, alors là, pour le coup, sans aucune mesure dans la manière dont ils abordent ces sujets-là, c'est que eux pensent qu'ils peuvent attirer un électorat
initialement communautaire, et là la gauche est responsable beaucoup plus largement que la France insoumise. La volonté de changer d'électorat et d'imaginer un électorat communautaire, c'est né au PS beaucoup plus que à la France insoumise, qui n'existait même pas encore. Ouais. Mais simplement, si aujourd'hui on imagine qu'avoir le vote communautaire, en l'occurrence de l'immigration extra-européenne de première, deuxième ou troisième génération, avoir ce vote communautaire, c'est tenir ces propos-là et se vautrer dans une forme de complicité, en tout cas intellectuelle, avec les islamistes. Ils font peu de cas d'abord de l'électorat qu'ils visent. Et si ça finit par fonctionner dans les urnes, alors on a un énorme problème. Mais oui. Non, mais on l'a peut-être déjà, cet énorme problème. Moi, pardon, quand je vois l'explosion de l'antisémitisme, parce que c'est ça la conséquence en France. Sûr. C'est ça la. Oui, alors. Attendez, seuls 3% des Français n'ont aucun préjugé sur les Juifs, selon l'étude du CRIF qui vient de sortir. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Près de la moitié des Français adhèrent à 6 opinions antisémites. C'est-à-dire que on a basculé dans autre chose là, non? On a basculé dans autre chose. Non, mais vous avez parfaitement raison. Après, sur la question des 3%, je pense qu'il n'y a pas. C'est ipsos, hein. Non, mais il n'y a pas seulement. Sur les préjugés, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas 3% seulement des Français qui ne voudraient pas demain s'attaquer aux Juifs pour X raison que ce soit. Oui. Ils ont peut-être des préjugés dans la manière de répondre aux questions X ou Y et qu'il s'agit en vérité, ce genre de sondage, on peut contester ce genre de sondage. C'est pas du tout pour dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme en France. C'est un institut sérieux. Non, mais c'est pas. C'est simplement sur les questions qui sont posées. Vous pouvez répondre à une question en disant, je sais pas, je pense que les Juifs X. En gros, la méthodologie de ce genre de sondage, je sais parce que j'ai travaillé sur ces questions-là quand les instituts de sondage voulaient montrer que tous les Français étaient complotistes. Donc en gros, vous posez 20 questions sur le complotisme à un panel et vous prenez les Français qui répondent non à 20 questions et vous dites c'est les seuls qui n'ont pas au moins un préjugé. D'accord, on va pas piquer. Mais je dis pas ça pour minimiser, voilà. Considéré comme répandu en France par quasiment 8 Français sur 10. Non, mais là où ce qui est certain, je disais pas ça pour minimiser, mais juste pour mettre en perspective. Oui, et par ailleurs, c'était pas pour relativiser la gravité de l'antisémitisme en France, c'était simplement pour rendre justice aux Français qui ne sont pas juste 3% à pas vouloir agresser les Juifs. Voilà, je précise ma pensée. Dieu merci, par ailleurs. Mais là où vous avez raison, c'est que, bien sûr, et on l'a vu cette année de manière absolument évidente, l'instrumentalisation dans cette volonté de récupérer le vote communautaire, quitte à faire des alliances complètement dingues, s'est focalisée complètement cette année sur le conflit israélo-palestinien. On en a souvent parlé à votre micro ici, qui est un conflit pour beaucoup de gens, et notamment dans cet électorat qu'il vise et qu'on appelle pudiquement communautaire, c'est-à-dire l'électorat musulman, entre autres, ce conflit est existentiel, il est charnel pour beaucoup de gens. Et eux l'instrumentalisent dans une lecture absolument binaire. Il y a les gentils contre les méchants dans la France insoumise, c'est-à-dire les génocidaires, à savoir tous ceux qui s'indignent simplement de ce qui s'est passé le 7 octobre, parce qu'on en est quasiment là dans l'analyse. Donc les génocidaires ou les complices du génocide, et de l'autre côté, les résistants. Voilà. Donc vous pouvez plus au milieu dire ce qui s'est passé le 7 octobre est ignoble et mérite évidemment une réponse de n'importe quel État, et en l'occurrence d'Israël qui a été visé, et par ailleurs être préoccupé du sort des Palestiniens, des Libanais et de tous les gens qui sont aujourd'hui victimes collatérales ou non des frappes. Vous ne pouvez quasiment plus tenir ce discours-là, en tout cas pas avec la France insoumise, qui rend le débat impossible. Donc oui, on a un énorme problème, parce que, et là vous avez parfaitement raison, et ce sondage le montre dans les proportions, c'est que ça a des conséquences dans des cerveaux plus fragile, comme disait l'avocate de l'Alliance européenne, je sais plus quel est le nom, mais contre l'antisémitisme, plus ou moins. Elle disait, sur des cerveaux plus fragiles, ça donne, prends ton couteau et va frapper. Et là, on l'a vu cette année, on l'a vu notamment sur cette petite fille violée par 3 gamins de sa classe à 13, 14, 15 ans, qui justifiait ça par ce qu'ils entendaient sur le conflit israélo-palestinien. Donc là, c'est gravissime. Et ça va nous amener à cette question dans un instant. Ce tollé à la suite de la proposition de loi de LFI visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme, parce que tout ça est lié. Tout ça est lié. Alors, je voudrais qu'on revienne donc sur cette information et cette polémique qui est née d'une proposition de loi. Alors en fait, cette proposition de loi, elle a été déposée mardi, personne n'a rien vu. Effectivement, c'est en train de sortir maintenant. Un député LFI qui dépose une proposition de loi pour appeler à abroger le délit d'apologie du terrorisme du code pénal, parce que d'après lui, depuis, je cite, les crimes de guerre et massacres perpétrés le 7 octobre 2023 par le Hamas en Israël, cette notion serait récupérée pour faire taire les voix pro-palestiniennes. Alors, qui commence ? Pardon,
Pardon, hein. Mais moi, vous savez, moi, j'ai pas votre expertise d'un point de vue juridique, Charlotte. Hein, ça, voilà. Moi, je me dis juste, on est quand même le pays des attentats de Charlie. On est quand même le pays des attentats du Bataclan, de Mohamed Merah. Et j'en cite. Et là, on vient nous dire, ah ben non. On abolit ce délit. Vous comprenez ce que je veux dire? On avait tout à l'heure Samir Maktouf, donc qui a défendu des victimes du terrorisme, mais qui avait les larmes aux yeux. Et je comprends ça. C'est quand même très compliqué. Comment ose-t-on, nous qui avons été victimes, et on pense aux familles des victimes qui aujourd'hui pleurent quand elles entendent ça. Moi je trouve ça honteux. Alors, je veux bien qu'on apporte des précisions, mais je voudrais comprendre comment on peut se permettre de poser ça sur la table. Non, mais là où vous avez raison, c'est que LFI, décidément, et depuis un an, se permet tout comme on n'avait jamais vu dans la vie politique. Il y avait avant, finalement, LFI, ces derniers temps, une forme de gêne, une forme de honte dans le débat public, et quand tout le monde était d'accord pour dire que quelque chose était honteux, en général, on revenait immédiatement à sa place. LFI, il suffit de leur expliquer que ce qu'ils disent est honteux, ici ou là, pour qu'ils en rajoutent et qu'ils remettent une pièce dans la machine. C'est assez stupéfiant, la manière dont ils avancent, on va dire, leur pion en permanence, ils ne reculent jamais sur rien. Donc ça, vous avez parfaitement raison. Par ailleurs, le moment dans lequel s'inscrit et les raisons pour lesquelles LFI, par la voix de son député, dépose cette proposition de loi, sont évidemment choquantes. C'est pas une question c'est certainement pas. C'est peut-être pour protéger leurs petits camarades, là, parce que là, j'ai justement, on est d'accord. Mais simplement, il faut comprendre une chose, c'est que cette loi, qui date de 2014, en l'occurrence, qu'ils veulent abroger, existe ou non, certains des propos qui sont aujourd'hui poursuivis par la justice seraient condamnables de la même façon. C'est-à-dire que le délit d'apologie du terrorisme existait déjà sous une autre forme. Vous avez un délit d'apologie du crime de guerre, du crime contre l'humanité, qui existe depuis 1881. Il n'était pas possible de faire l'apologie des crimes ou du terrorisme dans ces actes avant 2014, Dieu merci. Simplement, cette loi a été votée pour renforcer ce délit-là. Comme vous l'avez dit, au cours d'une décennie, on a été particulièrement frappé par le terrorisme et qu'il fallait envoyer ce message. Je note que, alors évidemment, il y a le moment où LFI le fait, la raison pour laquelle LFI le fait, ils le disent d'ailleurs, on ne peut plus, ils disent notre liberté d'expression est menacée par rapport à ce qui s'est passé dans la foulée du 7 octobre. Alors, ça va être très intéressant de suivre les procès, en l'occurrence, puisque la justice française va qualifier ou non ces propos. Sont-ils des appels à tuer, des apologies précisément d'actes terroristes et donc d'actes de crimes ou de crimes de guerre, en l'occurrence. Et ça, au tribunal, ça ne changera pas. Ils seront évidemment poursuivis de la même manière. Et bon, de toute façon, évidemment, là, les poursuites actuelles se font sur la loi qui existe. Et par ailleurs, je termine avec ça, LFI appelait en 2017 et en 2022, pendant la campagne présidentielle, à rendre inéligibles toutes les personnes condamnées par les lois qui précisément vont sur le terrain, en l'occurrence de la liberté d'expression, si on les suit jusqu'au bout, c'est-à-dire les lois qui interdisent, les lois Pleven et Guesso, pour faire vite. Donc LFI est absolument incohérent, ne défend ou ne conteste une loi que quand ça les arrange, on le sait sur énormément de sujets, sur celui-ci en plus, et ça, évidemment, c'est choquant, et n'importe quel débat juridique n'enlèvera pas cet aspect-là du débat, ça c'est sûr. Alors, à l'instant, avant de vous entendre, Adrien Matou, parce que vous allez essayer de nous expliquer, vous m'avez dit en rentrant dans ce studio, bon, moi je vais apporter un peu de controverse. Je voudrais vous signaler... Contradiction. Oui, de contradiction, pardon, excusez-moi. Gabriel Attal, la présidente du groupe Ensemble pour la République, vient d'adresser un courrier, je le dis, à ce sujet, au président des groupes du PCF, des écologistes et du PS, en leur demandant de se désolidariser de la proposition de loi de LFI visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme. Adrien Matou, on vous écoute. Bon, je rebondis pas sur Gabriel Attal qui joue sa carte et c'est bien normal. Non. Bon, alors, c'est pas du tout pour défendre LFI et je trouve que le timing, tout autant que le contenu de cette proposition de loi, est absolument désastreux. Ceci étant dit, les personnes même, en fait, cette loi a été votée ce délit d'apologie du terrorisme a été introduit en 2014 pour mieux s'adapter à une nouvelle réalité tragique que connaît la société française, qui est le djihadisme. Or, les personnes qui ont conçu cette loi, par exemple Marc Trévidic, juge antiterroriste bien connu, considèrent qu'aujourd'hui, il y a un dévoiement et que on l'utilise effectivement trop, et parfois dans des cas qui ne sont pas exactement de l'apologie du terrorisme.
lui, il dit, c'est une notion qu'il faut savoir manier. C'est dangereux de ne pas avoir de spécialistes là-dessus parce que souvent les juges, en fait, tous les tribunaux peuvent être saisis de plaintes pour apologie du terrorisme. Or, les juges, c'est pas facile de déterminer. Je vous donne juste 2 exemples. Et voilà, il faut se poser la question aussi de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est aussi celle de choquer, celle d'avoir des propos qu'on considère comme intolérables. Et voilà, c'est aussi un enjeu dans une démocratie d'avoir cette liberté d'expression. Donc, Mathilde Panot, par exemple, elle a été entendue par la police judiciaire au sujet du communiqué publié par LFI le 7 octobre 2023, qui disait, qui décrivait l'attaque du Hamas comme une offensive armée de forces palestiniennes dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne. Je ne suis pas d'accord avec ces mots. Est-ce qu'il justifie d'être convoqué par la police judiciaire? Autre cas, un syndicaliste... Écoutez, ça, ils ont estimé que oui. Bah oui, mais justement, c'est un écoutez, problème. Adrien Matou, on va pas refaire enfin, je sais pas, qui s'explique. Mais c'est pas les forces palestiniennes, c'est un groupe terroriste, le Hamas. Non, mais ça, c'est un non, débat. Non, mais attendez, excusez-moi, la France a reconnu le Hamas. Il n'y a pas de débat, c'est pas les forces palestiniennes. Le Hamas, on peut avoir un débat. C'est un groupe terroriste. Je suis d'accord avec vous sur ça. Non, mais c'est pas être d'accord avec moi, c'est pas moi qui suis d'accord, c'est la France qui le dit. Donc, oui, mais attendez. Oui. Mais attendez, là, on peut être d'accord avec vous, mais c'est pas parce que je suis pas d'accord avec Mathilde Panot sur la qualification du Hamas que je veux qu'elle soit convoquée par la police. Moi, je suis contre la judiciarisation du débat politique. Quand on fait une apologie du terrorisme, c'est quand on dit Samuel Paty, c'était bien fait. Quand on dit l'attentat du Bataclan, c'était un triomphe. Ça, c'est de l'apologie du terrorisme. Dire que le 7 octobre est notamment lié au contexte d'occupation israélienne, c'est une rhétorique avec laquelle je suis pas du tout d'accord. Mais je ne veux pas que les gens qui tiennent ces propos-là soient convoqués par la police ou passent devant un tribunal. Mais vous vous rendez compte le 7 octobre ce qui s'est passé? Enfin, c'est-à-dire qu'en clair, on nous explique il faut s'autoriser à avoir des débats sans rêver que ses opposants soient devant des juges ou devant la police. Alors moi, je vais vous dire ce que dit Jean-Louis Bruguière, juge anti-terroriste aussi, comme monsieur Trévidic. Voilà, il a réagi. Adrien Bagé l'a appelé tout à l'heure, et il a réagi donc par message. Donc je lis ces mots. C'est une opération politicienne dangereuse. Dans le contexte actuel, nous avons besoin de cette infraction, notamment au regard de nouvelles typologies opérationnelles des organisations terroristes, en particulier des branches de l'État islamique. Ah oui, pas des responsables politiques ou syndicaux qui ont des propos pro-palestiniens radicaux, mais c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il dit est vrai, mais c'est aussi vrai de dire que s'il y a 200 plaintes par jour pour apologie du terrorisme pour tous les gens qui ont un discours pro-palestinien radical, je trouve qu'on encombre les tribunaux avec des procédures qui valent pas la peine. Il faut convaincre. En fait, le vrai problème, et c'est... Vous avez 1 minute, Charlotte Dornelas. Non, mais il y a un véritable souci, c'est que nous avons un réflexe, alors c'est vrai sur le terrain de la liberté d'expression de manière générale, mais sur beaucoup d'autres, un réflexe de judiciarisation permanente de nos vies, tout le temps et en permanence. Et donc, quand vous saisissez la justice en permanence pour répondre à un argument futile, détestable à entendre, d'abord, vous ne répondez pas à cet argument. Vous permettez en plus une victimisation permanente de tous contre tous sur le terrain politique en expliquant, et vous faites peser sur la justice un poids beaucoup trop lourd pour elle, c'est-à-dire une suspicion de politisation permanente, surtout quand ça touche la classe politique. Donc il est vrai que la question de la judiciarisation du débat politique en permanence, qui était d'ailleurs plutôt portée par la droite avant qu'LFI s'en saisisse à ce moment-là, vous avez raison, le timing est insupportable parce que certains de leurs propos sont insupportables. Est-ce que tout ce qui est dit de manière même insupportable dans le débat public doit être judiciarisé en permanence? C'est une vraie question, et est-ce que surtout c'est le plus convaincant? C'en est une autre. Alors je vais juste lire pour terminer la définition de l'apologie du terrorisme que Thomas Lacroix a cherché dans le dictionnaire. Apologie du terrorisme ou incitation aux actes de terrorisme est toute action de communication publique présentant sous un jour favorable des actes terroristes ou ceux qui les ont commis. La justification de tels actes est également considérée comme une apologie. Cet acte peut être perpétré à travers tout type de médias, notamment depuis des réseaux sociaux sur Internet. Voilà. Oui, apologie de crime ou apologie de crime de guerre. Donc voilà, la plupart ou présentant sous un jour favorable une action terroriste. Présentant sous un jour favorable une action terroriste. Je veux dire, c'est des... Non mais Adrien, quand on nous dit Pascal, les forces palestiniennes se sont défendues... Je vous défie de me prouver que le communiqué de LFI présente sous un jour favorable le 7 octobre. Il minimise, il
ils créent des espèces d'ambiguïté, mais ils ne présentent d'ailleurs, pas ce Ils ont genre été favorable. entendus. Je dis juste ça. C'est que si on prend la définition, Non, si on prend la définition, c'est pas normal qu'ils aient été entendus par la police. toute action Selon de moi. communication présentant sous un jour favorable des actes terroristes. Mais d'ailleurs, tout le monde a dit pendant un an, ils sont très malins puisqu'ils Ouais. ne présentent jamais, Bah oui, selon ouais. la loi. Bon, on peut Elle pas leur faire ce communiquait. débat. On me dit de rendre l'antenne. Continuera. On continuera. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. Merci, Merci. Charles, merci Adrien, merci.